Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour les résultats de notre screener croissance à prix raisonnable pour les États-Unis en février 2025. Donc je vous mets ici les critères de ce screener. On se place sur les entreprises états-uniennes, donc américaines, qui sont basées aux États-Unis et qui sont cotées aux États-Unis. Sur les industries qu'on récupère, comme d'habitude, j'exclus ce qui est biotech, marché financier, laboratoire pharmaceutique, finance du consommateur, donc crédit à la consommation, les banques, tout ce qui est rate, les assurances, l'automobile, etc. Et donc, ça nous laisse quand même une bonne sélection d'industries. Pourquoi est-ce que j'évite certaines industries ? Parce que soit je ne sais pas les analyser, soit je les trouve trop opaques et compliquées à analyser, comme les banques ou les assurances. Et l'automobile, c'est à mon avis trop cyclique et trop sujet à la concurrence chinoise, donc je préfère éviter le secteur. Maintenant, vous pouvez le rajouter tout à fait dans le screener et faire votre propre analyse si ça vous intéresse. On se met sur des mid-cap au sens américain, c'est-à-dire minimum 10 milliards de dollars de market cap, sur un endettement qui est maximum à 3 fois la dette nette sur EBITDA. Donc quand on est à 3 fois, ça commence vraiment à être lourd. Une rentabilité des capitaux investis à 10%. Avoir une bonne rentabilité des capitaux investis, ça veut dire qu'on va pouvoir s'autofinancer, ce qui est sain. Ça veut dire aussi que la dette ne montera pas trop pour financer la croissance. Ici, on se met sur une métrique de cherté. On ne veut pas que le dossier se traite à plus de 10 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc c'est un niveau qui est médian, on va dire, en termes de cherté. C'est médian, c'est-à-dire que c'est pas trop cher payé. S'il y a de la croissance, c'est pas non plus donné. Et le dernier critère, on veut qu'il y ait 10% de croissance annualisée sur 10 ans. Donc là, ça c'est mon critère croissance, et ça c'est mon critère valorisation raisonnable, la valeur d'entreprise sur EBITDA. Ici, c'est plutôt le ROIC, c'est plutôt un indicateur qualitatif en fait. Est-ce qu'on arrive à être rentable ou pas ? Et ici, dette nette sur EBITDA, c'est plutôt un indicateur solidité du dossier, donc risque du dossier. Et on y va. On applique ces critères, on va retraiter les colonnes, on va enlever la colonne de prix, ça ne nous intéresse pas, et les indicateurs qu'on garde dans ce screener, enfin les colonnes qu'on affiche ici, on va avoir tout d'abord la capitalisation boursière, ensuite la valeur d'entreprise sur EBITDA, ensuite on va avoir la rentabilité des capitaux investis, l'endettement de l'entreprise, les free cash flow par rapport au bénéfice net, pour voir si l'entreprise, sur les 2 derniers mois en tout cas, a bien converti ses free cash flow en bénéfice net. Il faut regarder sur ça sur une plus longue période. Et déjà sur les derniers mois, ça nous montre la qualité de cette conversion. Et enfin, le taux de croissance annualisé sur 10 ans. Ce taux de croissance, attention, il inclut aussi la croissance externe. Ici, c'est croissance totale du chiffre d'affaires. On commence cette sélection. Premier groupe, première entreprise qui ressort, c'est The Cigna Group. Donc là, c'est plutôt fournisseurs de soins de services de santé. Ils font également de l'assurance, donc ça aurait pu être filtré dans les critères, mais gardons le dossier. On est sur une market cap de 83 milliards de dollars US à peu près. Une valeur d'entreprise sur EBITDA qui a 8,6 fois, donc c'est pas si cher payé que ça. On a une bonne rentabilité des capitaux investis à 11%. Un niveau d'endettement qui est maîtrisé à 2 fois la dette nette sur EBITDA, donc c'est pas non plus trop lourd, mais il y a un peu de dette quand même, donc il doit y avoir une bonne charge d'intérêt. Des free cash flow qui sont largement plus élevés que les bénéfices nets, ce qui veut dire que donc il faut regarder pourquoi c'est le cas. Est-ce que on a de l'exceptionnel sur les bénéfices nets, est-ce qu'on a des dépenses non cash, est-ce qu'on a le BFR qui s'améliore, etc. Donc ça, allez voir de votre côté dans les tableaux de flux de trésorerie. Et on est sur 21,62% de croissance sur 10 ans en annualisé. Donc ça c'est plutôt bon comme niveau de croissance. Ensuite, Cheniere Energy, comme son ticker l'indique, c'est un spécialiste du gaz naturel liquéfié. On est sur une market cap de 49 milliards de dollars, une valeur d'entreprise sur EBITDA qui est à 9,3, donc on reste moyennement valorisé, pas trop chèrement valorisé. Une bonne rentabilité des capitaux investis à 16,5, donc c'est quand même pas mal. Un bilan qui est par contre qui commence à être lourd. On se rapproche de la limite, on est presque à 3 fois la dette nette sur EBITDA, donc le dossier est quand même un peu risqué. Des free cash flow qui sont à peu près équivalents aux bénéfices nets, et une croissance du chiffre d'affaires de 53,8% sur 10 ans en rythme annualisé, ce qui est exceptionnellement élevé.
c'est plus élevé que la rentabilité qu'on affiche ici, donc peut-être que ça explique pourquoi est-ce qu'on est autant endetté sur cette entreprise. Ensuite, Dr. Horton, ça c'est de la construction de maisons aux États-Unis, market cap de 40 milliards de dollars, valeur d'entreprise sur EBITDA de 7, donc c'est pas si cher payé, une bonne rentabilité des capitaux investis à 15,1%, donc ça c'est pas mal, quasiment pas de dette, à 0,5 fois la dette nette sur EBITDA, donc ça c'est bien. Les free cash flow qui sont moins élevés que les bénéfices nets, il faut aller voir pourquoi. Est-ce qu'on a une variation du BFR qui est défavorable? Est-ce qu'on a une dépense en capital qui est plus élevée que d'habitude? À clarifier de votre côté dans le tableau de flux de trésorerie. Et une bonne croissance du chiffre d'affaires sur 10 ans en rythme annualisé à 16,5%. Pas mal. Le point à clarifier ici, c'est pourquoi les free cash flow sont plus bas que d'habitude. Maintenant, les free cash flow, c'est jamais la source de vérité. Il faut aller regarder, si vous êtes un puriste, il faut regarder la capacité d'autofinancement. C'est un agrégat de flux de cash qui est le moins manipulable possible. Si vous êtes un peu plus tolérant, on va dire, à la manipulation, vous pouvez regarder les operating cash flow opérationnel. Et donc, vous comparez ça par rapport aux bénéfices nets. Les free cash flow, bon, l'avantage, c'est que ça inclut les capex, les dépenses en capital, mais maintenant, on peut un peu manipuler cet agrégat. Bon, continuons. Pult Group, ça, c'est aussi un constructeur de maisons. On est sur un market cap de 21,2 milliards de dollars. Une valeur d'entreprise sur EBITDA qui a 5,4, donc c'est pas cher payé. Une très bonne rentabilité des capitaux investis à 22%. Pas d'endettement, c'est normal, puisqu'on a une bonne rentabilité, donc on peut s'autofinancer. Surtout que la croissance est à 12% en rythme annualisé, donc normalement on doit réussir à dégager des excédents de cash sur Pult Group. Temporairement par contre, ou alors structurellement, à vous de voir, il y a des free cash flow moins élevés que les bénéfices nets. De ce que ça peut provenir, est-ce que c'est une dépense en capital, etc. À vous de voir de votre côté dans le tableau de flux de trésorerie. Builders First Source Incorporated. Ça, c'est un spécialiste des matériaux de construction. On est sur un market cap de 16,6 milliards de dollars. Une valeur d'entreprise sur EBITDA à 8,2, ce qui est raisonnablement, qui est modérément élevé, on va dire. Enfin, c'est pas élevé, mais c'est moyen comme niveau de valorisation. On est sur une rentabilité des capitaux investis à 16,5%, donc ce qui est pas mal comme rentabilité. Un niveau d'endettement qui est moyennement, qui est moyen, 1,6 fois la dette nette sur EBITDA. Des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc ça c'est pas mal, il faut aller voir pourquoi, comme d'habitude dans le tableau de trésorerie. Et une croissance annualisée sur 10 ans de 27,6%, c'est plus élevé que la rentabilité, donc on doit s'endetter pour financer cette croissance. On continue avec Ulta Beauty, c'est un spécialiste des cosmétiques, on est à 16,5 milliards de dollars US de market cap, une valeur d'entreprise sur EBITDA de 8,1, donc on est raisonnablement valorisé, une rentabilité des capitaux investis, un rendement des capitaux investis qui est élevé à 27,1%, donc ça c'est pas mal, c'est élevé. On est sur un endettement net de une fois la dette nette sur EBITDA, donc pas de problème sur cet endettement. Les free cash flow qui sont moins élevés que les bénéfices nets, à voir dans les tableaux de flux de trésorerie pourquoi c'est le cas, et une croissance du chiffre d'affaires de 15,5% en rythme annualisé sur 10 ans, donc la rentabilité est plus élevée que la croissance, on doit pouvoir s'autofinancer et rendre du cash aux actionnaires. Ensuite, Permian Resources Corporation. Donc on est sur un opérateur du bassin permien, comme son nom l'indique, et on est sur la production de gaz et de pétrole. La market cap est à 11,8 milliards de dollars. On est sur une valeur d'entreprise sur EBITDA de 3,8, donc c'est pas cher payé. La rentabilité, le rendement des capitaux investis à 12,8%, qui reste correct, satisfaisant. Un endettement net sur EBITDA qui est maîtrisé à moins d'une fois, et on a des free cash flow qui sont vraiment plus bas que les bénéfices nets, donc est-ce que c'est une dépense en capital élevée, est-ce que c'est une variation du BFR qui est lourdement défavorable, à voir dans le tableau de flux de trésorerie, et ce qu'on peut constater c'est que la croissance totale, donc sur 10 ans arrive à annualiser les 46%, c'est énorme. Est-ce que c'est de la croissance externe, ou est-ce que c'est de la croissance organique? Je penche pour la première assertion, vu que on est sur quand même un secteur qui est très mature, donc je pense qu'il y a eu des acquisitions sur cette boîte à vérifier. On est sur le dernier dossier maintenant, Toll Brothers, construction de maison, market cap de 11,5 milliards de dollars US, une valeur d'entreprise sur EBITDA de 6,5, ce qui est pas très cher payé, un rendement des capitaux investis de 15,4%,
et un endettement net qui est moyennement élevé, à 2,3 fois dette nette sur EBITDA. Il n'y a pas de free cash flow, donc effectivement ça ne permet pas de se désendetter, et la croissance du chiffre d'affaires sur 10 ans est de 10,8%, ce qui est quand même satisfaisant. Donc c'est tout pour cette revue des screeners. Maintenant, du screener croissance à prix raisonnable. Les meilleures entreprises de cette sélection, à mon avis, ça devrait être... Donc moi je privilégie quand même les entreprises qui sont moins endettées. Je pense que Pute Group est pas si cher que ça, à 5,4 fois dette nette de la valeur entreprise sur EBITDA. Bonne rentabilité des capitaux investis, croissance tout à fait satisfaisante en rythme annualisé. Donc ça pourrait être un choix intéressant, si il y a quelque chose à retenir dans cette liste. Signa, Cheniere Energy, il y a un peu trop de dettes, surtout Cheniere Energy. Et maintenant, si on regarde Ulta Beauty, je pense que c'est quand même un secteur différent des autres actions de cette liste. On est quand même sur quelque chose un dossier qui est pas trop endetté, qui a une bonne rentabilité des capitaux investis, et une bonne croissance annualisée sur 10 ans. Donc on n'est pas leader du marché, le leader du marché c'est L'Oréal évidemment. On est quand même, à mon avis, sur un dossier qui se regarde et qui est intéressant. J'espère que cette analyse vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.